Salut Karine, je suis ravie Bonjour, Pauline. de t'accueillir. Bienvenue sur le gratin. Merci beaucoup. Karine, écoute, j'ai réfléchi à comment commencer cette interview parce que j'ai 2000 questions pour toi, même si ça fait déjà un moment qu'on discute. Mais je voulais commencer par le début, si ça te va, revenir en arrière à tes débuts, à tes tout débuts, pour apprendre à mieux te connaître. Et pour parler de ton enfance, si tu l'acceptes, est-ce que tu pourrais assez simplement juste me décrire où tu es née, quelle était ta famille, comment tu étais petite, comment les gens te voyaient, enfin bref, qu'on ait une image assez visuelle, si tu peux, de qui était la petite Karine. Oh là là, c'est difficile. C'est dur, comme question. C'est dur, hein, mais on s'y met. Alors, écoute, d'abord, je suis née à Paris, mais très vite, je suis partie vivre aux États-Unis à l'âge de 1 an et demi. Donc, mes premiers souvenirs d'enfance sont aux États-Unis. Donc, d'un papa autrichien et d'une maman française, donc plutôt multiculturelle, on va dire. Une petite fille finalement timide, je sais que c'est étonnant. Mais oui, c'est ça. Ouais, très timide. Blonde aux cheveux bouclés, ça n'a pas trop changé. Et puis un grand frère, enfin voilà, on était tout le temps ensemble. Que dire de plus Je crois avoir lu que ta famille avait une certaine appétence pour l'entrepreneuriat. Oui, alors beaucoup. Alors d'abord, j'ai été très élevée en grande partie aussi par ma grand-mère, D'accord. Une femme extraordinaire qui, pour son époque, déjà travaillait, ce qui, première chose, était étonnant. Deuxième chose, parlait 7 langues. Ah oui. Enfin, une femme extraordinaire, qui était aussi modéliste et qui dessinait, qui était déjà dans la mode, dans le dessin, etc., qui par ailleurs était peintre à ses heures perdues, enfin une femme assez exceptionnelle, donc très inspirée par elle, jusqu'à aujourd'hui évidemment, même si bien sûr elle nous a quittés depuis, et puis un papa entrepreneur aussi, donc le goût de une famille plutôt toujours très positive, à aller vers l'avant et à prendre des risques aussi, à pousser à prendre des risques. Mais après, on verra si on en reparle un peu plus tard. Quand il s'agissait de prendre des risques pour les enfants, là, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu veux entreprendre ? Quelle drôle d'idée, oui !» Justement, je voulais en parler parce qu'il me semblait avoir lu, en faisant un peu mes recherches sur toi, parce que je fais pas mal de recherches, que voilà, t'avais été bercée un peu dans une ambiance quand même entrepreneuriale, ou qu'en tout cas, il y avait eu certaines valeurs entrepreneuriales qui t'avaient été transmises par ta famille, par tes parents, ton papa notamment. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que je crois savoir par ailleurs, et c'est là où ma question devient peut-être plus intéressante, que pour autant, au début, tu te sentais pas forcément prête à te lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est marrant ce que je disais, je pense que j'étais timide et je manquais un petit peu d'assurance et donc j'avais l'envie d'entreprendre depuis le début, mais je me sentais pas encore peut-être la force donc quand je suis sortie d'école ou l'expérience suffisante. Je pense que j'avais aussi besoin de prouver au début, de cocher les cases, entre guillemets, donc de faire la bonne école, le bon cabinet de conseil, le bon fonds d'investissement, donc entre guillemets de me rassurer sur les choses qui étaient à l'époque un peu le bon parcours, entre guillemets. Mais cette envie, par contre, depuis le début, ça c'était certain, j'avais l'envie d'entreprendre. Donc en fait, ça me... Et tu te rendais compte à l'époque, justement, que c'était pour cocher des cases? Non, parce que c'est avec le recul. C'est ça, parce que je te pose la question parce qu'il y a aussi plein de personnes plus jeunes qui écoutent le podcast et je pense qui parfois sont dans cette situation où à la fois ils sont attirés par l'entrepreneuriat, mais en même temps se sentent pas forcément prêts ou légitimes. Et ce que je peux complètement comprendre, parce que quand on est jeune, qu'on a entre guillemets rien fait, c'est pas évident non plus. Mais du coup, en fait, je voulais savoir, voilà, toi, en fait, t'as choisi finalement de ne pas commencer tout de suite par l'entrepreneuriat alors que t'avais cette appétence plus jeune. Tu penses que c'est plus pour rassurer ta famille, c'était pour te rassurer toi-même? Enfin, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Non, je pense que c'était pour peut-être d'abord me rassurer moi-même et peut-être prouver à ma famille, mais c'était d'abord me rassurer moi-même, je pense. Et à l'époque, je le disais pas aussi factuellement que là, je peux te le dire. Et après, évidemment, après un certain nombre d'années de recul, mais sur le moment, non, je le matérialisais pas de façon aussi claire. Est-ce que tu aurais un petit conseil peut-être à donner à des personnes qui se posent ces questions aussi, qui sont à la fois tentées par une aventure entrepreneuriale, par le fait d'être indépendante, tu vois, freelance, mais qui en même temps se sentent pas forcément prêts? Parce que toi, finalement, tu as fait le choix du coup de pas te lancer tout de suite et ça t'a plutôt réussi. Donc, du coup, tu vois, on n'est pas obligé non plus de se lancer dans l'entrepreneuriat à 14 ans avec son sac à dos. Non, encore que j'avais déjà créé une petite entreprise quand j'étais petite. Avant où j'avais découvert que je pouvais acheter des chewing-gums aux États-Unis qui coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher et je les revendais en France. C'est pas vrai. Comment tu faisais ça? Sur eBay ou un truc comme ça? Non, à l'école, j'étais la vendeuse officielle pour toute l'école, de toutes les classes de chewing-gum. C'est énorme. Et tu vois, j'adore ce genre d'anecdote parce que je te
jure, cette espèce de sentiment, enfin ce don, cette envie de vendre en fait, et pourtant qui est parfois connoté négativement, mais que moi je trouve magnifique parce que finalement c'est aussi vouloir rendre un service au final. Je la retrouve chez tellement d'invités du podcast, c'est incroyable. C'est vrai que quand j'y repense, c'était génial. C'était ma première expérience entrepreneuriale, si on veut. Et alors je pense, pour répondre à ta question de quel conseil, c'est très difficile. En fait, je pense que c'est très personnel d'abord. Je pense, quand on le sent, en fait, c'est quand même il faut vraiment le sentir, avoir l'envie au bon moment. C'est-à-dire que moi, je suis très contente d'avoir travaillé quelques années avant, d'avoir appris, et ensuite de m'être lancée. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des gens, j'ai des amis qui se sont lancés tout de suite et c'est fabuleux. Il y a des gens qui se sont lancés 10 ans après, parce que moi, j'ai travaillé que 3 ans et demi, 4 ans, entre guillemets, avant de me lancer. Et il y en a qui travaillent 15 ans et qui se lancent. Et donc, je pense que c'est un timing qui est lié à beaucoup de choses, à son contexte personnel, à son envie personnelle. Et puis après, je pense que par contre, la seule chose que je dis, c'est les gens qui me disent j'ai pas encore l'idée parfaite, le concept n'est pas totalement affiné. Enfin, à un moment, il ne le sera jamais. Il y a plus de concept sans concurrence. Il y a plus de. Enfin voilà, à un moment, quand tu as envie d'entreprendre, faut se lancer et tu verras bien. Ton concept va évoluer, ta boîte va évoluer 10 fois, elle va changer et il faut juste y aller. Mais tu le sais bien, regarde tout ce que tu as fait. Je le sais, mais ça fait pas de mal de le répéter quand même. Je voulais parler justement de tes premières années, malgré tout, avant que tu entreprennes, parce que du coup, donc tu commences assez fort, tu commences effectivement, comme tu disais, à cocher toutes les cases, un peu en rentrant dans un monde assez prestigieux, donc conseil en strat, notamment chez McKinsey, qui est quand même le cabinet prestigieux par excellence, où j'imagine que tu as pas mal bossé en plus. Et ensuite, si je me trompe pas, du private equity. Oui. Donc de la finance au vol, on va dire, là aussi très prestigieux. Ce que je trouve intéressant, c'est ces années-là, j'imagine que premièrement, elles ont été formatrices. Et donc j'aimerais, première question, te demander qu'est-ce que concrètement ça t'a vraiment appris que tu réutilises aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur. Et la deuxième question subsidiaire, c'est quand on est dans des jobs aussi prestigieux, aussi bien payés, on peut le dire, se lancer, c'est quand même pas facile. Ouais. Et toi, tu l'as fait. Et en fait, j'aimerais juste que tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu prennes cette décision. Mais du coup, la première question, je suis désolée, je pose pas de question. Moi, j'ai appris quand même et je suis très heureuse d'avoir travaillé d'abord chez McKinsey, ensuite en fonds de private equity. Il y a deux choses principalement, j'ai envie de dire, que je réutilise. La première, qui est vraiment un hard skill, mais clair et net, c'est la finance. Quand même, j'ai appris, je peux lire aujourd'hui un PNL, un bilan, un compte de résultats en 3 minutes, je vois ce qui, voilà. Et c'est un vrai skills qui est quand même utile au quotidien. Aujourd'hui, on rachète des boîtes, donc ça nous aide quand même pas mal. Et puis après, je pense vraiment ce que j'ai appris, c'est de passer en conseil d'un sujet à l'autre, de pouvoir vraiment analyser et partir sur plein de sujets extrêmement variés et d'en sortir la moelle épinière. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très utile toute la vie, quel que soit après son métier. C'est ça, en fait, réussir à presque sentir ou analyser de manière hyper fine et rapide quelle est la substantifique moelle ou craquer le problème de chacun des business que tu vas croiser, quoi. Ouais, et sur plein de sujets extrêmement variés. Donc ça, c'est vraiment un bon bagage, je pense, après. Comme quoi, t'as bien fait. Comme quoi, il faut pas toujours se lancer tout de suite. Et du coup, ma deuxième question, tu sais, où je te disais, si tu peux me raconter, ça m'intéresserait d'avoir un peu le scénario, tu vois, comment ça s'est passé, si on peut avoir le film de la vie de Karine Schrenzel au moment où t'es encore dans ton fonds de private equity, bien sous tout rapport, j'imagine, pas facile peut-être, mais quand même bien payé, voilà, enfin, pas mal d'avantages. Et tu décides de te lancer saut dans l'inconnu total, parce qu'en plus, si je me trompe pas quand même, sur une boîte où tu n'avais aucune connaissance particulière. Aucune. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? Alors, écoute, c'est vraiment un saut dans le vide, hein, clairement. J'avais 25 ans ou un peu plus, enfin voilà, et j'étais trop payée, hein, clairement, pour ce que je savais faire. Soyons réalistes. Et donc voilà, très bien payée, tout se passait parfaitement bien. Mais à ce moment-là, je fais un gros deal, donc au sein du fonds, hein, évidemment, dans les câbles, et je rencontre Patrick Drahi à l'époque, un entrepreneur hors norme, évidemment, et on fait ce deal, et en fait, je me rends compte en faisant ce deal qu'en fait, la seule chose qui m'a intéressée dans le deal, sincèrement, c'était l'entrepreneur. Et donc, alors bien sûr, là, il était particulièrement hors norme, on n'est pas tous aussi, successful que lui, mais je me dis, mais en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la taille, c'est ce qui m'intéresse, et je reviens à mes idées premières. Et d'ailleurs, je m'étais toujours dit, je fais du conseil, et je monte ma boîte. Et en fait, ce fonds de private equity était venu me chercher. Il cherchait ce genre de profil, etc. J'avais fait mon stage chez Goldman Sachs et mes premières expériences chez McKinsey. Donc,
ils sont venus me chercher. Au début, j'étais pas tellement à l'écoute, mais quand on te propose un salaire incroyable, etc., on te dit vas-y, tout le monde me dit mais t'es dingue, t'y vas. Je dis bon, je me suis un peu laissée entre guillemets porter par le non-choix, c'est presque un non-choix et j'y suis allée, mais très vite je me suis dit mais en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pris un été où je réfléchissais, je me disais mais c'est pas ce que j'ai envie de faire et je suis revenue de vacances d'été et j'ai dit en fait je pars. Et alors là les gens m'ont regardé avec des yeux ronds comme une folle, ils ont dû se dire, complètement tarée celle-là. Déjà qu'il y avait pas beaucoup de femmes, ils se sont dit encore une femme hystérique. et voilà et donc ils m'ont regardé et les gens m'ont dit il faut avoir beaucoup de folie ou beaucoup de courage et je dis toujours il faut les deux. Je pense qu'il faut un peu des deux. Oui, avec le recul, tu sais maintenant, si t'avais su. Exactement. Si t'avais su. Il faut un peu des deux. Mon père, qui était quand même entrepreneur, me dit mais hors de question, ça ne va pas ou quoi? Et t'as un salaire, c'était super, tu continues sur les traces sur lesquelles tu es, c'est super. Et en fait, évidemment, j'écoute personne et je me lance et c'est vraiment un saut dans le vide. Et tu le disais, en plus, je me suis lancée, alors là, je connaissais rien franchement à la cosmétique pour hommes, puisqu'au début, j'ai lancé un site de cosmétique pour hommes, Men Corner, et je connaissais rien à cosmétique pour hommes, je connaissais pas grand-chose au e-commerce, à part que je trouvais ça génial et j'adorais me faire livrer à la maison, mais enfin... Voilà. Au moins, t'étais consommatrice, c'est voilà, pas mal. Non, j'étais une très grande consommatrice parce que même dès que j'avais vu Amazon aux US, etc., très longtemps avant, j'avais commencé à consommer, enfin, je trouvais ça génial, mais voilà, c'était tout. Et je me dis, je vais apprendre et je me lance toute seule, voilà, sur une idée, un coup de tête. C'est pour ça que je dis, et d'ailleurs, le business model a évolué, a changé, etc., mais ce que je dis toujours, c'est, quand on a l'envie, faut se lancer parce qu'on n'aura jamais le truc parfait. Ouais, au final, ce que tu dis, c'est que là, ça a été Men Corner et donc ça a été de la cosmétique online pour hommes. Ouais. Mais au final, sincèrement, ça aurait pu être un peu n'importe quoi, si je me trompe pas. Ouais, j'avais envie d'abord d'entreprendre. Et puis après, j'ai fait toutes les belles analyses de consultants où on disait que la cosmétique pour hommes allait croître de 300% oui, donc t'as quand même mis un peu d'analyse. Sauf que c'est là où je dis qu'il faut être entrepreneur, faut désapprendre ses anciens réflexes. C'est-à-dire que, donc je fais mes analyses, 300% de croissance par an attendue sur la cosmétique homme, cible ultra cyber acheteuse. Je me dis, allez, banco, j'y vais. Sauf que ça a cru de 7-8% au lieu de 300%. Enfin voilà, s'il y avait une boule de cristal, on le saurait. S'il y avait une façon de monter un business pour réussir à 100%, on le saurait. Donc rien ne s'est passé comme prévu, mais ça c'est normal. Et comment l'idée du business est arrivée? C'était purement analytique ou t'as eu une expérience? Non, j'avais envie de faire... en fait, j'avais envie de faire du e-commerce. C'était une envie personnelle. Et cosmétique pour hommes, il se trouvait que j'avais regardé un dossier dans la cosmétique. On disait que l'homme allait exploser, que... etc. Et je me suis dit, tiens, c'est pas une mauvaise idée de proposer ça sur un marché en telle croissance, etc., etc. Est-ce que tu auras un conseil à donner pour tous les consultants qui nous écoutent? Et ils sont nombreux. Les personnes qui sont des personnes, que je dis souvent, trop intelligentes. Qui sont des personnes, du coup, qui se posent tellement de questions qu'ils ne font pas comme toi, Karine, parce qu'ils ne se lancent pas alors qu'ils ont envie. Et toi, tu as fait cette analyse, mais contrairement à beaucoup de personnes, en fait, tu t'es lancé. Et je dis pas que tout le monde doit se lancer, hein. Mais en fait, ceux qui ont envie, parfois, ils sont un peu tiraillés, je trouve, par cette envie, tu vois, d'entreprendre et en même temps par, on va dire, une suroptimisation un peu permanente et l'envie de toujours affiner, de toujours perfectionner qui fait qu'au final, ils ne se lancent jamais. Et on le sait, être entrepreneur, c'est être toujours insatisfait de ce qu'on fait globalement parce qu'il faut le lancer. Est-ce que tu aurais un conseil ou un insight à nous partager sur ce sujet? Parce que je trouve que c'est très, très... Enfin, tu fais partie, sincèrement, des rares personnes que je connais qui ont eu... qui ont switché aussi vite, je trouve, de l'un à l'autre. Je comprends. Et j'ai un copain qui me dit, parce qu'il y a un copain très successful qui me dit, qui est entrepreneur et qui a pas fait, ni d'études particulières. Enfin, voilà, il est arrêté après le bac et il me dit, moi, j'avais pas le choix. J'étais boueur ou entrepreneur. Mais toi, pourquoi tu t'es lancé? Et en fait, je comprends très bien ta question. Je pense que que ce soit l'école ou après tous les cabinets de conseil, on est quelque part formaté. Alors de façon très intelligente, très bien, et c'est super, mais on est formaté et parfois, et c'est ce que je fais de plus en plus, bien sûr, il y a tout ce qui est analyse, etc. Mais l'intuition, enfin moi je sais que souvent je me dis, ok, super, j'ai pris les analyses, mais maintenant je switch et je vais à mon intuition et j'y vais et basta et on verra bien. Et même aujourd'hui, quand tu rachètes des boîtes. Ouais. Mais j'analyse quand même. Mais après, je mets tout ça j'analyse. Après, je me dis, ok, voilà, j'ai mon analyse claire. Maintenant, je mets ça dans un placard. Et qu'est-ce que me dit mon ventre, quoi. Ouais. On va en parler juste après. Si ça te va, j'aimerais avancer assez vite sur Men Corner parce qu'il y a trop d'autres questions que je veux te poser. Donc, Men Corner, le succès est au rendez-vous. Juste peut-être en quelques mots, si tu as quelques conseils à donner pour quelqu'un qui se lancerait justement pour la première fois dans une aventure entrepreneuriale, notamment dans le e-commerce, et il y en a plein qui tentent l'aventure et c'est très dur.
très compétitif. Quels ont été pour toi peut-être les grands insights, les grands facteurs clés de succès pour Main Corner? Alors, je vais pas te surprendre, mais je pense que c'est avant tout la persévérance. Parce que quand on démarre, ce que je disais, c'est t'appelles au début, tu viens de McKinsey ou je sais pas quoi, on te t'ouvre toutes les portes, etc. T'appelles un fournisseur, bonjour, je suis Karine Schrenzel, j'ouvre un site. Il me dit merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir, ouais. Il me raccroche au nez. Donc, tu appelles comme ça 10 fois, 15 fois, 30 fois les mêmes fournisseurs jusqu'à ce que tu arrives à rentrer. Mais je pense qu'il faut avoir ce niveau de se dire, je m'en fous, je vais me prendre 10 claques, 10 portes, 14 fenêtres, mais je vais quand même y arriver, je vais rentrer. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et après, je pense quand même que pour le e-commerce, si on parle spécifiquement e-commerce, c'est le détail, parce que c'est une somme de détails. Le e-commerce, on dit oui, quelle est la recette pour rentabiliser un site quand tu le rachètes et qu'il n'a pas été rentable? S'il y avait une recette, on le saurait. On le saurait. On aimerait. on serait pas là, on serait... Non, mais sérieusement... On serait avec Jeff quelque part. Exactement, dans le jet. Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, c'est une somme de détails. C'est du retail quand même, avant tout. On est e-commerçant, mais donc commerçant. Et donc, c'est une somme de détails et il faut être dans la perfection dans tout, dans chaque... de la logistique, le service client, l'achat, le e-marketing, tu le sais. Tout à fait, mais je te rejoins à 400% dessus. Tu décides, après, on va dire, le succès de Main Corner, même si Main Corner existe toujours, de donner encore plus d'ambition au projet. Donc, en lançant donc, un groupe, le groupe Shop Invest, qui concentre donc aujourd'hui plein de pure players, donc des e-commerçants purs, si je parle correctement français, comme Main Corner, Bijourama, Lemon Curve, plein d'autres boîtes. Et en fait, ça, c'est un choix qui est assez rare parce que très souvent, quand on entreprend, en fait, on rentre, je trouve, un petit peu dans sur un rail, celui de faire vivre son activité, souvent la vendre à un moment donné. Mais c'est assez rare, je trouve, d'avoir cette expansion, on va dire, horizontale. Et je trouve ça très intéressant. Et je voulais savoir comment était venu ce déclic, cette envie, en fait, d'élargir en fait le projet pour ne plus vendre que de la cosmétique pour hommes, mais pour vraiment l'élargir et en faire un groupe financier avec Shop Invest. Alors en fait, et je pense que c'est aussi cette remise en question, je te le disais, je manquais d'assurance petite, cette remise en question permanente est aussi une force, quelque part, de se dire toujours qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux le faire mieux, etc. Moi, je le vois, j'essaie de toujours tourner, je le vois toujours positivement. Et en fait, j'arrive Main, tout se passe très bien, mais je fais à peu près 2 millions d'euros. Je vois que de toute façon, le marché va croître à 4-5% sur les prochaines années au mieux, que ça reste un tout petit marché, faut quand même pas l'oublier. Ouais. Donc je me dis, ok, super, mais même si je prends 20 points sur le marché, ce qui est énorme... oui, tu feras 10 millions. Ouais, voilà. Et encore, parce que c'est... Donc je me dis, ok, c'est top, mais en fait, alors, soit je me dis, ok, j'en suis consciente et ça me va, et soit je me dis, en fait, j'avais quand même envie d'entreprendre pour, j'ai envie de faire croître la boîte, de mener une aventure, d'avoir une vision, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a plusieurs options. Est-ce que je réfléchis un peu out of the box? Parce qu'évidemment, tout le monde me dit, fais l'international. Le truc un peu, classique. Voilà, classique. Et je me dis, ok, je vais quand même réfléchir avant de juste suivre. Et en fait, je me dis, j'ai quand même cette entre guillemets, moi, je suis un peu l'animal entre l'animal intuitif et l'animal très analytique. C'est ce que tu disais. Entre le côté très, financier et dans le détail, mais aussi le côté vision. Et je me dis, en fait, si je mélange mes compétences c'est aussi de savoir acheter des boîtes, c'est aussi de les analyser, mais ensuite c'est de savoir ce qu'on en fait. Voilà, et ce qu'on en fait. Parce que ce qui me manquait dans les fonds, clairement, c'est ok, on rachetait, mais après on suivait vite fait les KPIs et basta, quoi. On n'était pas dans le faire. Et en fait, j'aime faire. Moi, j'adore faire. J'adore mener vers quelque chose, etc. C'est ce qui me plaît le plus, d'ailleurs. Et donc, je me dis, en fait, il faut finalement, si je mélange un peu tout ça, je pourrais racheter des boîtes dans le e-commerce, en profiter pour finalement avoir un socle commun, mutualiser l'IT, la logistique, le service client. Sûr. Parce qu'en fait, tout ça, évidemment, est très proche. Est très, très proche. Quoi que tu vendes, en réalité, on a à peu près les mêmes compétences aujourd'hui sur plein de choses. Après, il y a les achats qui sont propres, évidemment, à ton secteur, mais tout le reste, c'est commun. Et donc, j'ai cette vision à l'époque où je vois quand même beaucoup, c'était à l'époque du e-commerce fou un peu aussi, quand j'attaque, où on disait, on peut perdre de l'argent autant qu'on veut, c'est pas grave. Du moment qu'il y a de la croissance, on croit. Et je me dis, en fait, si tu vas avoir un acteur, avec cette vision de me dire, je veux un acteur de taille significative et rentable. Et je pense que c'est une façon de faire en rachetant
et en rentabilisant et en mutualisant les différences. Oui, pour toi, en fait, la rentabiliser, elle venait de la synergie entre, par exemple, sur la logistique ou sur alors pas les achats justement, mais sur le service client, etc. Toutes les solutions techniques, le service client, etc., etc. Et donc je me dis, en fait, on va tenter l'aventure de racheter et d'intégrer pleinement. Alors ce qui est dur, c'est d'intégrer pleinement parce qu'en fait, et puis même de racheter quand même. Alors toi, tu avais l'expérience de private equity, mais quand même la première boîte, quoi. Moi, j'aimerais que tu me racontes la première fois parce que maintenant. Ça fait 10 fois. Donc là, maintenant, on a compris que tu t'y connais. Mais la première fois, tu dois avoir le cœur dans les chaussettes quand t'achètes. Et puis c'est des décisions tu te dis, ça peut aussi mettre par terre ma boîte. Complètement. Et est-ce que c'est pas fou ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai pas... Donc... C'était assez marrant d'ailleurs, c'est qu'au début, alors maintenant on nous envoie des dossiers, mais alors au début j'ai essayé de trouver des boîtes, on me disait mais quelle drôle d'idée, on me regardait un peu bizarrement, puis finalement je trouve un intermédiaire qui me dit à Bijourama à vendre à l'époque, c'était le premier site qu'on a racheté, puis je me rappellerai toujours, on va là-bas, c'était encore complet, mais c'est là où je me rends compte aussi qu'il y a une vraie opportunité, parce que je vais chez donc l'ancien propriétaire et tout est encore tellement manuel, les commandes sont matchées à la main. La journée, on pourra en parler, mais oui. Les commandes sont matchées à la main, les trucs. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, je me dis, mais c'est là où je me rends compte aussi dans l'autre sens que finalement... Oui, il y a une valeur ajoutée aussi. Une valeur ajoutée énorme si on a un système IT performant, pas que le site, mais tout le back-office, les réassorts, enfin voilà, tout la moelle épinière derrière, que les gens ne voient pas, mais c'est ce qui fait tourner le business au quotidien. Et je me dis, en fait, il y a une valeur énorme si on arrive justement à prendre les meilleurs outils, finalement à les proposer à l'ensemble de nos sites. Et voilà. Et donc mais bon, c'est sûr que la première fois quand je dis allez, on y va, on rachète, on se regarde quand même en disant est-ce qu'on est en train de faire le bon choix, quoi, parce que c'est des gros investissements pour l'époque. Bien sûr. Justement, moi j'avais 2 questions à ce sujet. C'est au niveau du financement, parce que t'étais entrepreneur à ce moment-là, t'étais plus investisseur. Non, donc pas du tout. Ouais. Comment tu fais pour financer? Alors. Justement, jusque-là, j'étais quand même j'avais fait une toute petite levée de fonds de 200 000 euros après un an de création de Men Corner où j'avais déjà vu, parce que j'avais pas osé le faire au tout début, j'avais besoin de voir que... Donc au tout début, j'avais pris mon argent, mon bonus du fonds d'investissement que je venais de quitter. Je venais de faire le deal, j'avais eu un bonus, j'avais tout investi dedans. Et en me disant, on verra bien. Donc déjà, un vrai saut dans le... voilà. Et puis, au bout d'un an, je vois que ça tourne quand même et qu'on commence à se développer. Là, je me dis, je vais faire une petite levée de fonds. Mais je voulais pas... Ma pire crainte, et je le sais encore aujourd'hui, je crois le cas, c'est de planter, entre guillemets, un investisseur. C'est-à-dire que pour moi, c'est un truc que voilà. Et donc, je me disais, non, tant que je suis pas sûre, je préfère mettre que mon argent. Alors que tout le monde me disait, au contraire, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Oui, c'est pas la mode, en tout cas. C'est pas la mode. Et bon, je me dis, on verra bien. Au pire, je rebondirai, voilà. Et donc, au bout d'un an, je lève 200 000 euros. Et là, je me dis, par contre, si je veux racheter des boîtes, je peux pas, j'avais pas de fonds nécessaires. Et donc là, on lève des fonds. C'est à ce moment-là qu'Olivier, mon mari, me rejoint aussi. Et on lève, et tout se fait très vite. Parce qu'en fait, c'était un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les investisseurs me disaient, OK, mais t'as un deal. Le deal, je me disais, bah oui, mais sans argent, ça sert à rien d'avoir une cible. Mais franchement, parfois, il faut aussi de la chance dans la vie. Tout s'est bien goupillé et on a fait à peu près en même temps, concomitamment, la levée de fonds, l'acquisition de Bijourama et notre première intégration. Honnêtement, hyper précieux, parce que je trouve que, voilà, je te remercie de partager ça, parce que c'est vrai que si des personnes se disent c'est impossible, en fait, au final, 200 000 euros, c'est une somme importante, mais finalement, c'est, tu vois, dans l'histoire d'une entreprise qui déjà à l'époque faisait 2 millions d'euros, c'est aussi quelque chose qui peut être accessible. Donc, ça peut quand même remettre les choses en perspective pour que ça soit accessible justement à d'autres personnes. Et l'autre question que j'avais au-delà du financement, c'est du coup la question opérationnelle. Parce que là, tout d'un coup, avec ton mari, du coup, qui te rejoint, vous êtes à la tête de 2 boîtes. J'imagine qu'il y a encore les gens quand même chez Bijourama, mais l'intégration, t'en parlais tout à l'heure, c'est la face un peu émergée de l'iceberg, mais ça doit être l'enfer. Surtout que c'est quand même un métier que tu connais pas. Non. Donc, et d'ailleurs, avec le recul, on a fait un peu n'importe quoi pour la première, si je suis tout à fait honnête. On se rendait pas compte... aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire, on sait exactement dans quel ordre, quoi, etc. Mais sur le moment, on s'est pas rendu compte de l'impact SEO. On a un peu... bon, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en effet, aujourd'hui, je pense d'ailleurs, un de nos grands savoir-faire, c'est certes d'opérer du e-commerce, mais d'autres savent le faire. D'opérer du e-commerce rentable, là, il y en a déjà moins. Et d'intégrer une boîte, c'est un vrai savoir-faire particulier, je pense, qu'on a acquis là-dessus. Et avec tout un process, que ce soit au niveau de l'IT, que ce soit au niveau justement du référencement naturel, que ce soit, on a tout un process maintenant très
très bien mappé, mais c'est vrai que le premier deal, et c'est pour ça que je dis, c'est super, il faut être structuré, etc. Puis après, à un moment, c'est un peu ce que je te disais, ça rejoint le point, c'est à un moment, faut se lancer si on sent que c'est ce qu'on a envie de faire. Et là, je me suis dit, je sens que Bijorama, il y a du potentiel. Et c'est vrai que ça a été super, ça a été c'est une super acquisition, Bijorama. Ça reste encore, voilà, c'est une de nos meilleures acquisitions encore aujourd'hui, je pense. Mais voilà. Et puis en plus, comme tu le dis, si tu l'avais pas fait, enfin, je veux dire, t'aurais pu faire un business plan, t'aurais pu essayer de mapper toutes les actions à mener, comment l'organigramme, tout ça. Mais au final, c'est aussi parce que vous avez fait 150 000 erreurs que vous avez appris et que maintenant t'as ton playbook et que tu sais exactement comment le dérouler, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que vraiment, et bon, ça c'est très américain, mais on apprend en faisant plein d'erreurs. Et avec le recul, je me dis, mais comment on peut faire une migration comme ça? Mais vous avez survécu. On a survécu. On faisait quand même le service client la nuit, Olivier et moi, mais toutes les nuits. Non, mais c'était un peu le... Voilà, mais c'était super intéressant. Et c'est comme ça qu'on a appris. Justement, comment vous êtes répartis les rôles à ce moment-là entre Olivier et toi, puisque donc vous étiez associés tous les deux, si je me trompe pas, sur les deux business, donc dans Shop Invest. Ouais. Quelle a été votre discussion et est-ce que ça a été naturel? Comment est-ce que vous avez fait pour vous répartir les rôles? Alors, c'est ce qu'on disait, c'est que au tout début, c'était un peu, il était un peu décontenancé parce que forcément je maîtrisais l'ensemble des sujets beaucoup mieux, évidemment. Et lui, il arrivait de finance, il n'avait pas encore fait de e-marketing, rien. Donc évidemment, les sujets, mais très naturellement. Alors d'abord Olivier que tu ne connais pas, mais est complètement nerd, hein, donc tout ce qui est IT depuis toujours, il lit le code, il peut coder, même si c'est pas son parcours initial. Il démonte des ordinateurs toute la journée à la maison. C'est le geek dans toute sa splendeur. Parfait. Donc très naturellement, même si je suivais l'IT parce qu'au début j'étais seule à tout faire, donc forcément, en fait, très naturellement, c'est lui qui a repris la partie technique. Et ça s'est fait de façon assez fluide parce qu'il est rentré dedans et au bout de très peu de temps, il était déjà 10 fois plus... Ça, tu sais, c'est les bonnes collaborations où en fait, tu donnes un petit peu, tu sais pas, et puis le mec revient. Et c'est juste 10 fois mieux que ce que tu avais même rêvé. Exactement. Et tu dis, bon vas-y, hein, je te laisse la main. Pas de problème, je vais m'occuper d'autre chose. Voilà, donc ça s'est fait très naturellement. Et puis après, là, on s'est un peu posé, on s'est dit, en fait, naturellement, tu vas gérer en fait l'IT et tout ce qui est opération, donc logistique, service client. Et puis moi, j'ai gardé tout ce qui est acquisition de trafic, marketing et achat. D'accord, hyper clair. Et donc, du coup, aujourd'hui, je pense, si je me trompe pas, que tu fais ça donc au niveau du groupe Shop Invest, mais avec, au niveau de la structure, je peux imaginer des personnes qui sont les dirigeants de chacune de tes business units, donc de tous les pure players que vous managez. Au niveau de la structuration, et tu m'arrêtes si c'est trop indiscret, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un groupe, mais en même temps, c'est encore un petit groupe, si je puis dire. Donc, j'imagine que tu es encore relativement présente, assez opérationnelle. Parce que je me dis, tu vois, par rapport à, on peut imaginer, moi, dans le secteur de la joaillerie, des grands groupes, les Richemont, les Kering et compagnie, bon, je peux imaginer que Pinot, il n'est pas non plus en train de regarder les KPIs tous les 3 jours, tu vois, de chacune de ses boîtes, peut-être des plus grosses. Toi, par contre, je peux imaginer que tu es quand même assez, dans le concret, encore assez opérationnel. Donc, ma question, c'était à ce niveau-là, quand tu es à un niveau d'un groupe, quelle est la part entre stratégie, entre opérationnel? Peut-être, si tu peux nous décrire, je sais pas, une journée ou une semaine type. Enfin, comment est-ce que tu fais ce que j'appelle l'hélicoptère, c'est-à-dire le fait d'être à la fois dans le concret, encore entrepreneur, et en même temps, tu dois manager l'ensemble du groupe? Alors moi, je crois ce que je préfère d'ailleurs, et ce dans lequel je suis le meilleur, c'est-à-dire de passer vraiment. Moi, c'est même pas de regarder KPIs. Moi, je te fais l'Excel. Je suis encore très opérationnelle. Mais tu fais encore je ça? fais encore. Non, mais c'est génial. Je fais, et parce que parfois j'ai envie, voilà. Parfois tu fais encore les campagnes Facebook Ads, quoi. Je peux aller, moi j'ai Google Editor encore sur mon ordinateur, donc j'ai encore Editor et tout, donc je dis pas que je le fais moi tous les jours, etc., mais je suis capable si besoin, et voilà, et parce que j'ai appris, parce que j'ai tout fait seul au début, et c'est ce qui m'a passionnée. Je me suis passionnée. J'adore lire des articles sur le SEO. Je suis encore, la migration, on est en pleine migration rue du commerce. Je suis à fond sur toute la partie SEO. C'est des sujets que j'adore, et donc je suis à la fois extrêmement opérationnelle, mais à la fois aussi sur d'un coup on rachète une boîte, quelle est la stratégie, comment on va la transformer, et voilà. Et c'est ce qui est parfois épuisant, hein, on va pas se mentir, c'est parfois très fatigant, mais c'est ce qui rend aussi, moi je trouve, notre job au quotidien absolument passionnant. Tu t'organises de telle sorte que tu varies entre sujets, si je puis dire, stratégiques et opérationnels de manière
tu vois, très distincts, c'est-à-dire, je sais pas, tu as certains jours strat, ou est-ce qu'en fait, non, c'est juste... En fait, ou est-ce qu'il y a la théorie et la pratique? Je devrais beaucoup mieux m'organiser. Je devrais, mais peut-être justement parce que j'arrive selon les besoins, je suis un peu pompier entre guillemets aussi, selon les besoins et selon où on en est. Parfois, je suis sur toute une semaine entière sur des trucs hyper opérationnels parce qu'ils avaient besoin et que l'équipe avait besoin et que je suis là avec eux. Ou parfois, donc en toute théorie, je devrais, mais j'y arrive pas concrètement, si je suis honnête. On essaie de se conserver des moments de discussion, de stratégie avec Olivier, etc. Mais c'est vrai que par moments, honnêtement, on est dépassé par l'opérationnel qui revient. On essaie d'être toujours aussi avec les équipes et d'être assez proche. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre selon les besoins. Je comprends. Tu disais tout à l'heure que tu étais encore vraiment les mains dedans et ça, c'est pour moi, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, de continuer à être passionné par les détails, en fait. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, on se dit que quand on mûrit et quand on prend de l'âge et quand on développe ses activités, en fait, il faut être de moins en moins opérationnel. Où on se dit, finalement, je n'ai plus besoin forcément de maîtriser un sujet pour recruter quelqu'un qui va le faire à ma place. Par exemple, typiquement sur l'acquisition de trafic ou sur le SEO, qui est un sujet très technique, le référencement naturel. Je voulais savoir, c'est quoi ta conviction, toi, à ce sujet? Parce que moi, je suis assez changeante. C'est-à-dire que souvent, je me dis, non, mais en fait, si je maîtrise pas un sujet, je peux pas recruter quelqu'un. Mais en même temps, force est de constater que c'est plus le cas aujourd'hui sur plein de sujets. Et du coup, je voulais simplement avoir ton avis. Je sais pas si toi, t'en as un sur cette thématique. Oui, mais c'est difficile. Moi, j'aime, mais parce que c'est aussi peut-être ma personnalité, j'aime maîtriser les sujets, j'aime les comprendre, j'aime pouvoir échanger dans le détail avec les équipes. Pour autant, après, j'essaie de trouver des gens qui sont devenus meilleurs que moi sur ces sujets. C'est-à-dire que je me dis, OK, voilà. Mais j'aime quand même encore les comprendre. Peut-être qu'à un moment, je pourrais plus. Peut-être qu'à un moment, justement, on sera rattrapé par le temps et c'est des choses c'est des questions qu'on se pose souvent, et c'est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grossit, l'entreprise grandit, c'est d'avoir une équipe encore plus performante et voilà. Mais moi, j'ai encore en tout cas, j'aime comprendre ce que font les équipes qui travaillent avec moi. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu le comprends, mais t'acceptes quand même que la personne soit meilleure que toi. C'est-à-dire que t'as juste j'adore. envie. En fait, je préfère. C'est là où je me dis que j'ai fait un vrai bon recrutement. C'est quand j'ai plus besoin de moi driver le truc. C'est-à-dire, je comprends, mais vas-y, drive. Au niveau du recrutement, justement, et notamment du recrutement des dirigeants, on sait que c'est toujours très, très difficile parce que recruter, et je veux pas du tout que ça paraisse dévalorisant, mais recruter quelqu'un qui commence par le bas et qui monte les échelons, en fait, il va s'insérer naturellement dans la vie de l'entreprise, dans la culture, etc. Entre guillemets, téléporter quelqu'un qui vient d'une autre boîte à un niveau élevé, c'est hyper difficile parce qu'il connaît pas la culture, que souvent les autres collaborateurs peuvent avoir un peu un refus de sauter, que parfois il y a des problèmes d'ego. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué de greffer quelqu'un à un niveau du haut de pyramide. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans le cas des recrutements de tout ce qui est tous les recrutements que vous avez pu faire avec Shop Invest, mais je peux imaginer que oui, parce qu'il y a dû y en avoir quand même un paquet. Est-ce que là-dessus, tu aurais des conseils à nous partager, peut-être des erreurs, des échecs aussi dont tu pourrais nous parler, sans citer de nom évidemment, mais juste pour qu'on comprenne peut-être avec ton recul quelles sont les erreurs à ne pas commettre? C'est intéressant. Je vois ta question d'entrepreneur et de. Non, moi, je pose que des questions qui m'intéressent vraiment. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. En plus, on est dans un environnement très entrepreneurial, donc il y a des cultures d'entreprise beaucoup plus fortes que quand c'est des gros groupes où entre guillemets c'est ça. On a écrit la culture d'entreprise. C'est pas pareil, je pense. Voilà, s'il y a 2000 personnes dans la boîte, bon. Voilà, là, c'est porté par des gens qui ont souvent, quand on est entrepreneur, une vision forte et un tel. C'est un peu nos bébés aussi, donc nos boîtes, donc il y a un tel engagement que c'est pas évident. Moi, j'adore effectivement faire grandir les gens. J'adore les faire évoluer au sein de la boîte quand ils restent longtemps avec moi et qu'ils évoluent, etc. J'adore. Mais on a eu aussi des recrutements très réussis, entre guillemets, parachutant des gens de l'extérieur. Je pense qu'il est vraiment important, c'est de voir justement s'ils vont s'adapter à nos valeurs. Parce qu'on a des valeurs trop fortes et c'est trop prégnant d'avoir aussi, voilà, on est quand même, on est présent au quotidien. Soit on est des entrepreneurs qui, à la fin, aujourd'hui, sont plus dans le day-to-day, etc. Et donc, ça laisse la place. Sinon, on est quand même à un niveau d'exigence et de passion aussi, je pense, de passion au quotidien dans ce qu'on fait. Bah ouais. Qui font que c'est trop dur sinon. Donc, c'est vraiment...
c'est difficile, c'est pas un conseil très concret, j'aime bien des trucs concrets, mais c'est de s'assurer qu'ils vont fitter avec nos valeurs d'entreprise. Avec ça, comment tu fais? C'est quoi? C'est au niveau du recrutement? Moi, j'aime bien qu'ils aient un côté quand même très entrepreneurial. Parce que c'est quoi, du coup, par les exemple, valeurs? moi, je pense à quelqu'un qu'on a recruté, elle a déjà monté sa boîte avant, alors elle fait autre chose aujourd'hui, etc. Après, elle a rebossé, etc. Mais voilà, il y a un côté, elle produit, comprend, quoi. Elle sait ce que c'est que de faire, d'entreprendre, les difficultés, etc. Ça peut être aussi plus dans des valeurs plus où on se dit voilà moi ce qui est important pour la boîte et est-ce qu'on teste, est-ce que elle va s'insérer, est-ce qu'elle va y arriver, mais ou il ou elle évidemment, mais c'est vraiment, je pense, plus là-dessus les soft skills, vraiment les soft skills que les compétences, parce qu'au final je trouve que c'est là-dessus que c'est le plus dur, surtout voilà avec la forte culture. Moi je pense encore aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on pousse là, je vois c'est la culture entrepreneuriale, c'est le fait de essayer, décider. En plus, on est dans le web, ça va très vite. Donc, dans le web, au pire, franchement, on fait une connerie sur le site, ça se change le lendemain, ou même 2 heures après. Donc, tout se mesure, tout se change, tout. Donc, c'est ce côté très agile. On fait, on défait si besoin, mais on fait, on avance et on fait pas 70 slides pour prendre une décision qui va impacter 3. Moi, j'ai perdu justement ce côté de consulting où tu fais 70 slides avant de faire la moindre décision, avant de prendre la moindre décision. Et c'est pour ça que vous arrivez à être aussi rapide et successful sans doute. Mais ça se décèle, je trouve pas si facilement, non, parce qu'en fait, en réalité, tu vois, les gens peuvent penser, même, c'est même pas mal intentionné, penser qu'ils sont comme ça. Et puis, c'est difficile de prendre des décisions risquées où t'as pas envie de te tromper. Est-ce que tu as des questions d'entretien, je sais pas, des tests peut-être que tu fais? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des techniques, en fait, des astuces, des outils que tu pourrais nous livrer pour essayer de sentir ce genre de choses qui est hyper important, hyper fondamental? Je suis d'accord avec toi, surtout quand il y a une culture comme la tienne, parce que tout le monde n'a pas des cultures d'entreprise comme celle-ci, très main dans le cambouis, très production. Mais pour vous, je peux imaginer que c'est crucial, en fait, de pas se tromper. Ouais, mais on se trompe, faut pas. on se trompe. Je pense que c'est le seul sujet où de toute façon, j'ai quelqu'un qui est chasseur de tête qui me dit de toute façon on se trompe tous une fois sur 2. Voilà. Et je pense que ça résume très bien le sujet. Alors déjà, nous, on fait des tests techniques à chaque fois. Ça, alors, selon le poste, bien évidemment, c'est pas le même pour tout le monde. Mais sur son poste, on invente ou on réfléchit à un test technique pour chacun pour les voir en vraie situation. Et ça, moi, c'est un truc que je à tout niveau. Donc en plus en vrai, c'est-à-dire que par exemple, tu me fais faire devant toi, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Et ça, nous, on le fait à tout niveau, quel que soit le poste, quelle que soit la seniorité. Ah, bien sûr, avec des niveaux de difficulté plus ou moins importants, mais c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de les mettre en fait un peu en situation sur un cas très concret et dire voilà comment tu manages ce cas. Ça, c'est ton historique de consultante, les Probablement. Et ça, je trouve voilà encore un bagage intéressant. Ça marche. Et puis après, j'aime bien aussi quand je parle à des gens, c'est de leur demander aussi ce qu'ils ont fait eux très concrètement. Souvent, quand tu fais passer un entretien, c'est intéressant, mais on faisait ça, la stratégie de la boîte, etc. Qu'est-ce que toi tu faisais au quotidien et qu'est-ce que toi t'as mené et qu'est-ce que toi tu as accompli, enfin voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont il se positionne quand tu qu'est-ce que toi t'as accompli, voilà, et c'est assez voilà, assez intéressant. Puis après il y a plein de questions, alors nous on en a une liste un peu pourquoi on ne prendrait pas, à l'inverse. Voilà, on a des questions pour un peu voir dans l'autre sens, des questions où ils s'attendent pas plutôt que tes qualités et tes défauts, entre guillemets, mais pourquoi on ne prendrait pas, c'est intéressant, ils dévoilent leurs doutes aussi, enfin, on en a plein, mais je trouve que de toute façon, on se trompera de temps en temps, et après, là encore, je pense que, tu vois, c'est aussi, parfois c'est aussi voir si on pense que voilà, le feeling passe, et moi j'aime bien aussi être assez collaboratif dans les décisions. J'aime bien faire venir d'autres gens parfois qui vont pas du tout travailler avec eux ici on travaille tous ensemble, mais quelqu'un à la logistique qui va aller voir quelqu'un aux achats, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Plus sur le côté, est-ce que tu penses que dans la culture d'entreprise ça va marcher? Ça, j'aime bien. C'est hyper chouette. C'est quelque chose qu'on fait aussi chez Gemio et je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est une histoire de fit. Exactement. Mais et là tu vois pas les compétences, on a fait les compétences sur le cas, mais là tu vois le retour sur le fit personnel et c'est hyper intéressant. Au niveau du groupe encore, donc je sais que c'est quand même dans des secteurs assez variés malgré tout, même s'il y a, on va dire, l'invariant commun du pure player et du e-commerce. Est-ce que les personnes qui sont en centrale, donc sur la partie IT, sur la partie logistique, ont, comment dire,
complètement global, c'est ça de l'entreprise, de Shop Invest, donc du groupe, versus les personnes qui sont vraiment des professionnels, des experts de leur domaine. Par exemple, j'imagine au marketing dans le bijou, c'est pas la même chose que le marketing dans les meubles ou dans autre chose. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait quand même, est-ce que vous faites en sorte qu'il y ait une culture commune entre ces différentes strates, entre guillemets, de l'entreprise? Ouais, nous ils ont une vision vraiment transverse. Alors aux achats c'est un peu différent parce que voilà il peut y avoir un acheteur maison versus bijoux et montres, etc. Donc forcément là c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas voilà. Pour autant, d'ailleurs, on essaie d'avoir toujours une vision groupe. Moi, je rappelle tous les jours que voilà, c'est vraiment ensemble. On a une vision, on avance ensemble. Et même d'ailleurs, les gens m'accompagnent dans les rachats souvent, etc. Donc c'est vraiment une vision transverse. Et je pense que c'est ce qui rend le job aussi intéressant aussi, c'est que les gens évoluent avec nous, grandissent avec nous, ils prennent un peu, je leur dis maintenant tu vas avoir un site de plus en gestion, allez go on y va. Et puis et en fait voilà, et comme on cherche aussi des gens qui ont envie, qui ont cette passion, qui sont quand même passionnés par leur job, en fait ça match très bien quand ce sont des gens comme ça, qui ont cette dynamique, parce qu'ils se disent super, allez un site de plus, je prends le truc, je continue, et ils grandissent avec nous. Donc c'est vrai que ça c'est très chouette, et on essaie au contraire que les gens travaillent indifféremment, un jour sur de la téléphonie, le lendemain sur du bijou, et le lendemain sur un canapé. Donc, tu dois avoir des profils quand même sacrément ouverts d'esprit et qui aiment bien switcher. Très agiles, qui aiment switcher. Et voilà, donc c'est très dur. On y revient en recrutement, mais c'est quand on a ce genre de personnes, c'est fabuleux parce que voilà. Le nerf de la guerre. Ouais, exactement. Karine, écoute, comme le temps passe malgré tout, je vais attaquer le crible du gratin, si tu acceptes. Ce sont mes petites questions que j'aime bien pour la fin. Et je voulais te demander, parce qu'on n'en a pas parlé, s'il y a une erreur, un échec, un moment de doute que tu aurais vécu, d'ailleurs qui peut être à titre personnel ou professionnel, ou même beaucoup plus tôt dans ta vie. Et puis surtout, si tu as des enseignements que tu en as tirés, que tu pourrais nous partager. J'en ai eu plein. Je pense que, alors, tu me le diras en off après, quels ont été les tiens, mais je pense qu'on en a tous, toutes, et que c'est seulement en rebondissant qu'on y arrive mieux. On a eu plusieurs choses. D'abord, on a eu des difficultés très factuelles, comme l'inondation de l'entrepôt, où on s'est retrouvé avec de l'eau qui a inondé la moitié de notre stock à jeter à la poubelle, pendant la crue de la Seine en 2016. C'était horrible. Donc tu te dis, il y a la moitié de mon stock à la poubelle, je peux plus livrer les clients, qu'est-ce que je fais? Donc il y a eu ça. Mais ça, c'est très factuel, c'est exogène. Après, il y a des mais ça, c'était l'enfer. J'en parle comme ça, mais c'était on savait pas si on allait faire honnêtement, on aurait pu faire faillite à ce moment-là. Puis on a tous mis les bottes, et c'est là où je dis tout le bureau a été super. C'est-à-dire qu'on a tous mis les bottes, on a été acheter 20 ou 25 paires de bottes à l'époque, et puis on est tous partis à l'entrepôt, et on vide l'eau et les trucs, et go, quoi. Donc bref, voilà. La vraie vie, quoi. La vraie vie, exactement, la vraie vie. Ça, c'est aussi une bonne question d'entretien. Il y en a une inondation, vous venez avec nous avec les bottes ou pas? Non, mais voilà, c'était... Donc, il y a eu ça. À titre perso, peut-être, moi, j'ai mais c'est ce qui m'a donné, je pense, j'ai une année difficile... vers 18 ans, et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi mon ambition, mon envie de réussir, de me dépasser. Et puis après, j'ai eu aussi... Qu'est-ce qui s'est passé si c'est pas... Non, mais c'était plus une remise aussi en question. Il y a eu beaucoup de choses, mais c'est ce qui m'a permis de me remettre... En fait, aussi jusqu'à 18 ans, j'avais jamais travaillé trop, honnêtement, et tout roulé comme ça. Donc je me suis toujours dit, je vais continuer ma vie comme ça, en fait. Et ça a été une année un peu plus compliquée, et donc ça m'a... je me suis dit, en fait, non, la vie ne va peut-être pas être aussi easy going, et je fais rien, et ça avance, ça roule tout seul. Donc c'était pas mal, ça m'a renforcée. Et puis après, j'ai eu aussi une expérience peut-être compliquée, où là, c'est à la fois boulot et perso. Au tout début, avant Olivier, en fait, je m'étais associée avec quelqu'un. Ça s'est pas bien passé, mais ça s'est très mal terminé au moment où j'étais en train d'accoucher de ma première fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, sans rentrer dans les détails, c'est à ce moment-là que ça s'est mal passé parce que vous n'arriviez pas à collaborer. Sauf que c'était pas du tout le bon moment. Et là, à ce moment-là, tu te dis, comment je fais? Est-ce que je choisis entre c'était le moment le plus... C'était mon premier enfant. Enfin, c'est un moment fondateur de sa vie. Et puis le boulot, qui était quand même... J'avais donné déjà beaucoup d'années de mon... Voilà, enfin, j'étais... Et donc, ça a été très compliqué parce que c'est un moment où je me dis, en fait, je pensais justement... très peu de temps, mais un tout petit peu lever le pied après l'accouchement pour
voilà. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a plus personne sur qui compter. Et donc là, on se dit, qu'est-ce que je fais? Et puis bon, c'est des moments, je pense, très fondateurs. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai mené les deux de front. J'ai eu la chance d'être bien entourée. Hein. J'avais aussi, j'étais pas encore. Si, bien sûr, j'étais avec Olivier, mais on n'était pas encore associés, qui m'a beaucoup aidé, mais même à titre, en tant que mari, hein, plus que en tant, et qui m'a beaucoup aidé. J'avais une famille qui m'entourait. Et puis, je me suis dit, je serais un peu fatiguée. Et je pense que ça, c'est ma force de caractère, c'est que je serais un peu fatiguée, mais j'arriverais à mener les deux de front. Et puis, j'ai géré. J'avais la petite sur moi accrochée en bandoulière, et puis elle me suivait partout. Et puis, on faisait ensemble, quoi. Donc, c'était une expérience aussi. Mais je pense que c'est ce qui fait que, de toute façon, je pense vraiment l'entrepreneur, avant tout, il doit être résilient. Enfin, il doit être... je pense que tu dois avoir 10 histoires aussi à problème et de moments difficiles. Non, mais voilà, difficiles. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Et est-ce que à ce moment-là, en fait, on s'arrête et on baisse les bras, ce qui est franchement pas du tout d'ailleurs quelque chose de... Enfin, je le comprends très bien, moi, quand il y a des moments où on se dit, ou est-ce que tu te dis, non, je vais me battre 3 fois plus, mais je vais y arriver, en fait. Oui, voilà. Souvent la question... Pourquoi est-ce que je fais ça? Tu te la poses. Pourquoi? Mais il faut que tu gardes cette petite flamme en toi qui fait que tu as espoir, que tu as envie, que tu es optimiste et que tu te dis que tu vas y arriver, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais de temps en temps, je dis, mais je suis complètement... Pourquoi je fais ça? S'il y avait quelque chose à refaire, Karine, pareil, vie perso, vie pro, carrière, qu'est-ce que tu referais différemment? Rien. Alors c'est pas du tout prétentieux. Mais non, mais c'est très bien. Mais pourquoi ça? Non, mais parce que pour une raison simple, c'est que si je change un truc, probablement il y a plein de choses qui changent en cascade. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai pu mener. Je suis hyper, tous les jours, je me dis quand même, je me rappelle encore les cosmétiques que je faisais moi-même. Je faisais tout, hein, je faisais les colis, je les scotchais, je les amenais à la poste. Je me rappelle au début, moi, j'osais pas me dire je lève de l'argent, donc je prends un logiciel, donc je faisais tout toute seule, j'ai tout fait. Et quand j'arrive à ce que où on est aujourd'hui, je suis quand même heureuse en toute non, je suis fière. Mais t'as raison, attends, il faut pas avoir honte, on est sur le gratin, faut pas avoir honte d'avoir réussi à accomplir, t'as créé quelque chose quand même de tes mains, quoi. Et j'ai créé quelque chose et j'adore aussi mener l'équipe avec moi, et je vois quand je les motive et qu'ils ont envie de me suivre dans mes folies, parce que parfois je leur dis écoutez les gars, je vous annonce, on va acheter une boîte, et ils me disent non mais t'es complètement dingue, mais ils me suivent, quoi. Et donc je trouve ça génial, c'est un truc que j'adore. Et puis j'ai quand même une belle vie familiale, donc je ne changerai rien. Après, je vais pas dire que je suis tous les jours en pleine forme. Par moments, je suis fatiguée parce qu'il faut mener tout d'un coup. Mais je ne changerai rien parce que peut-être que tout serait différent et j'aime là où je suis aujourd'hui. Une autre question que j'aime bien poser, qui est pas facile, je te préviens, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est controversé? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a un truc, une croyance, je sais pas, une symbolique, quelque chose où en fait tu constates que globalement les gens sont plutôt pas d'accord avec toi et tu acceptes de nous le partager aujourd'hui sur le gratin? C'est difficile comme question. J'ai peut-être le côté... J'ai pas de croyance forte en termes de... j'ai pas de superstition, par exemple, ou de choses comme ça. Non, je pense que ce que les gens me disent, etc., c'est que je crois surtout, et toujours, et tout le temps, et c'est je pense, ce côté très positif qui me fait avancer, c'est chaque fois, et je le dis tous les jours à mes enfants, ils me disaient l'autre fois, je vais une voiture qui va sur la Lune, je lui dis, mais tu peux. Enfin, en fait, c'est tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. L'autre fois, il me disait, un vaccin pour que tu vives jusqu'à 3000 ans. Bah, tu peux. Non, mais voilà. En fait, c'est ce côté, tu peux. Quoi que tu fasses, tu peux. Mais c'est pas controversé. C'est juste que, je pense qu'il faut avoir dans une période où il y a un petit peu de pessimiste ambiant, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais encore là, parce que si on parle même de la période, je disais encore une fois, bien sûr, on a une population très jeune, il y a des gens pour qui c'est dur en ce moment d'être chez eux seuls, etc. Et je disais, mais on a déjà la chance, on est dans le e-commerce, demain on se demande pas si on a un job, alors que regarde ce qui se passe. Enfin, en fait, c'est de voir toujours le côté verre à moitié plein, peut-être, ou ce côté tout est possible, qui, je pense, me caractérise le mieux, même si c'est pas controversé au sens premier du terme, mais en tout cas, c'est... non, mais c'est pas c'est pas si fréquent. Voilà. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu apprécies particulièrement et que tu pourrais partager avec l'audience du gratin? Oui, alors ils viennent pas de moi, hein. Non, mais c'est une citation que j'aime beaucoup de Churchill. Tu vis de ce que tu obtiens, mais tu construis ta vie sur ce que tu donnes.
Alors attends, est-ce que tu peux nous la répéter? On vit de ce que l'on obtient. Ouais. On construit sa vie sur ce qu'on en donne. Et je trouve que ça, c'est très vrai. Bien sûr, on vit de l'argent qu'on gagne tous les jours, mais on construit sa vie sur tout ce que l'on donne et tout ce que l'on partage. Je pense que c'est pour moi très vrai. Je la connaissais pas, mais c'est une bien jolie phrase. Ouais, je l'adore. Je pense que voilà. Et enfin, la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, globalement des livres que tu estimes être, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais fondamentaux dans ta vie et que tu aurais envie de partager tout simplement pour qu'un maximum de gens les aient lus? Il y en a pas mal parce que selon l'âge, il y a des livres qui m'ont beaucoup marqué à 13 ans et c'est pas les mêmes que à 25 ou à 40. Donc il y en a eu pas mal, mais un livre parce que peut-être aussi il me touche personnellement, l'histoire de ma famille, etc. Mais Le Monde d'hier de Stéphane Zweig, j'adore, qui est fabuleux, moi, que je trouve extraordinaire. Et je trouve qu'en plus il y a un lien ou un trait d'union avec ce qui se passe aujourd'hui, avec quand même un monde où on a l'impression que c'était le développement, le progrès, etc. Et puis quand même d'abord c'est autobiographique aussi, donc c'est extraordinaire sa vie, voilà. Et puis, ce qui s'est passé quelques années après, quand même, c'était en Autriche, juste avant la guerre, quand même, il faut rappeler le contexte. Et donc, je trouve que c'est aussi où on dit, finalement, il y avait le progrès et en même temps, c'était plein on sentait tous ces montées de courants très négatifs. Et malheureusement, il y a quand même un trait d'union à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de courants et de choses compliquées dans le monde d'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il est passionnant parce qu'il est tellement d'actualité d'une part et puis parce qu'il est émouvant de sa vie de et puis merveilleusement bien écrit aussi. Ouais, puis bon, voilà, exactement évidemment. Ça, en plus ça n'enlève rien, évidemment, tellement bien écrit. Merci pour cette, tu vois, tu me donnes envie de le relire. Ouais. On va le relire tout chacune. Je le mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode. Je te remercie 1000 fois. Pour terminer, Karine, si on souhaite te pourchasser sur le monde du web, te retrouver, déjà, évidemment, on va sur Shop Invest et on va voir tous les... Combien de boîtes maintenant? On a 8 sites différents 8 sites. Et 9 avec Rue du Commerce maintenant. C'est donc, 3 Suisses. 3 Suisses. On n'a même pas parlé de 3 Suisses. D'ailleurs, je voulais en parler. Mais donc, on va sur Shop Invest et à titre plus personnel, si jamais on souhaite tenter de te contacter, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, LinkedIn ou Instagram. Maintenant, on est toujours tous connectés. Et LinkedIn, Instagram. En tout cas, je te remercie 1000 fois pour cet échange. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite encore beaucoup de nouvelles boîtes à lancer dans le cadre de Shop Invest. Merci à toi, Pauline. À bientôt. À très bientôt.